Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels de la petite enfance et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et thérapeute et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue et honorée de recevoir une personne qui a marqué profondément mon parcours professionnel, Catherine Fourment. Catherine est psychologue et c'est avec elle que j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 20 ans en crèche. Je tiens à partager avec vous à quel point nos échanges, ses réflexions et sa manière d'être m'ont influencée, tant dans ma pratique que dans ma posture. Catherine a su, avec une immense sensibilité et une expertise rare, me contenir professionnellement et m'aider également à contenir mes collègues lorsque j'occupais des postes de direction. Grâce à elle, j'ai appris à mieux accompagner les équipes, à trouver des solutions là où parfois tout semblait flou, et surtout à cultiver l'importance des liens et de la contenance psychique dans notre travail quotidien. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son rôle si précieux, dans les subtilités de sa posture qui, même si elles ne sont pas toujours évidentes à identifier, font toute la différence. Catherine nous parlera de ce qui l'a amenée à travailler dans les crèches, de ses missions au quotidien, et de la richesse qu'elle offre aux professionnels et aux familles qu'elle accompagne. Catherine est une experte dans l'art d'accorder de l'attention aux petits détails, de ceux qui transforment les dynamiques d'équipe et renforcent le bien-être des enfants. Je suis ravie de pouvoir partager cet échange avec vous, car pour moi, elle est tout simplement exceptionnelle. C'est aussi mon amie. Installez-vous confortablement et laissez-vous vous inspirer par ce moment. Belle écoute. Petite commission. Bonjour Catherine. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touchée de faire cet épisode avec toi. Tu es une professionnelle que j'admire particulièrement et qui a fait de moi, je crois, la pédagogue inspirée et passionnée que je suis, puisque j'ai eu la chance de te rencontrer dans mes premiers mois d'expérience dans le secteur de la petite enfance et du monde des crèches. Et je suis touchée par ce premier épisode qui peut-être sera le premier d'une série, en tout cas je l'espère. Bienvenue sur les petites transmissions et peut-être pour démarrer, puisque moi j'ai l'impression de bien connaître ton parcours et ce qui t'anime, pour cet épisode en lien avec le rôle et les missions de la psychologue en crèche. Est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être présenter ton parcours en nous donnant des éléments qui t'ont amené dans ce secteur d'activité et qui t'amènent à pratiquer de cette manière-là auprès des professionnels, des familles et des enfants. D'accord. Bon, donc moi, je suis psychologue depuis très longtemps. J'ai démarré ma carrière en tant que psychothérapeute. Donc, je travaillais en relation individuelle avec de jeunes enfants dans un IME. Ensuite, j'ai travaillé avec des enfants aveugles, donc toujours dans le domaine de l'enfance. Là, j'ai connu des enfants qui avaient entre de la maternelle, disons, au collège. Mmh. Puis j'ai travaillé avec des enfants aveugles polyhandicapés et au fur et à mesure de ma pratique, je me disais quel dommage que mes interventions se fassent au moment où l'enfant il a déjà 6 ans, Ouais. voire même 4 ans. Donc j'avais toujours l'idée d'intervenir plus tôt. Mmh. Sinon, l'idée de travailler avec les enfants, je crois qu'elle m'est venue quand j'étais enfant. Ah. Quand j'étais enfant, j'étais dans la cour de récréation, je voyais les adultes,
je voyais leurs interventions, je voyais leurs paroles, et je me disais toujours, pourquoi ils ne comprennent pas les enfants et pourquoi leurs paroles ne sont pas toujours des paroles de vérité. Mmh. Et j'avais toujours cette notion-là, et quand j'ai fait mes études de psycho, je me suis dit, c'est sûr, je travaillerai avec eux. Donc ensuite, j'ai travaillé avec moi maintenant, et après, je me suis dit, finalement, il y a beaucoup de choses que je voulais jouer. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec le petit et dans l'idée de la prévention. Et donc, dès que j'ai pu, ce qui m'a pris un certain temps, parce que maintenant, il y a quand même pas mal de postes pour les psychologues en crèche, bien qu'il n'y en ait pas forcément partout, mais il y en a plus qu'à l'époque. Et mon idée était que mettre des enfants de moins de 3 ans en groupe ensemble était une très mauvaise idée. Qu'on les sépare des parents et on compte sur des capacités relationnelles, sociales qu'ils n'ont pas. Et donc, il y a à la fois l'idée d'être dans la prévention précoce, voir si un enfant a besoin d'aide par rapport à la communication familiale, par rapport à son histoire, etc. Mais aussi être dans la prévention de troubles qui pourraient être, comme on dit, réactionnels, créés par la situation artificielle de la mise en commun de tout petit. Alors, certes, on leur fait un monde à leur mesure. Des petites tables, des jouets adaptés, des petites toilettes, enfin, tout est à leur mesure. Mais c'est aussi beaucoup sorti du monde réel. Et aussi leur demander beaucoup de capacités d'adaptation. Donc l'idée, c'est comment faire avec les adultes pour aider les tout petits en difficulté, soit pour des raisons historiques familiales, soit pour des raisons contextuelles, d'une mise en commun quasi impossible. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée, et c'est là qu'on s'est rencontré, Lika, à Montreuil, avec un très beau projet pédagogique auquel nous avons aussi travaillé toutes les deux. Et là, je me suis passionnée. Et d'ailleurs, j'ai appris beaucoup, parce que quand on arrive, on a fini ses études, on est loin de savoir tout. Donc là, j'ai appris beaucoup sur le monde de la crèche, le monde des adultes présents en crèche, et le fonctionnement des tout-petits, leurs réactions, la façon de lire ce qui se passait pour eux, de le transmettre aux adultes. Donc voilà le parcours. Je ne sais pas si c'est ça que tu attendais un peu de ma présentation. Si, voilà c'est parfait, c'est très succinct. Et je retrouve dans ce que tu dis, effectivement, parce qu'il se retrouve dans la posture pour celles et ceux qui ont pu travailler avec toi, cette recherche, tu parlais tout à l'heure de paroles de vérité que tu n'avais pas identifiées, et cette parole de vérité, de sincérité et d'admettre, tu vois, tu parles de prévention des risques réactionnels à cette situation artificielle ou superficielle qui n'est pas cohérente avec les besoins de l'enfant. Eh ben, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ça ne nous empêche pas d'être bons professionnels dans cette situation créée, tu vois. Mais le fait de l'avoir en tête, ça permet cette parole de vérité. Et ce que je retiens de ton accompagnement et ce que je remarque de ma posture, en tout cas de ce que je veux transmettre, c'est on a des mea culpa à faire sans cesse auprès des enfants qu'on accompagne. C'est sûr. Et c'est le lien que je fais avec cette parole de vérité. Devant les réactions des enfants, de se rappeler que notre posture première, c'est le mea culpa. Je suis désolée de ce qui se passe. C'est vrai. Tout le monde va fermer le podcast, Lika. Mais non, en tout, je l'ai ressenti et je le ressens quand notre parole, quand notre communication vient de cet endroit-là, eh ben, l'enfant, il se sent accueilli, compris. Absolument. Je crois. Absolument. Tu vois? Que ça soit un petit enfant ou un adulte qui témoigne, chacun à sa manière, de sa souffrance face à une situation,
l'idée, souvent, c'est dire: «Oh, qu'est-ce que je vais» quand on a de l'empathie, hein, et de la Oui. compassion, on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire pour l'aider?» Mmh. Bon, alors certes, on perd pas de vue, cette pensée-là, mais la première chose à dire, c'est: «Je comprends. Oui. Je comprends ta difficulté. Je comprends Ouais. que ça soit difficile». Oui. Et à partir de ce moment-là, on a un terrain d'entente. C'est Et ça. dans l'entente, on peut s'entendre, on peut se comprendre et on peut, communiquer. Complètement. Et ça, Et c'est ça très important. n'empêche pas, mais tu vois, cette posture de mea culpa, ça n'empêche pas que, derrière, il y a des propositions qui sont faites et c'est pas du relâchement, tu vois? De l'abandon de de tu vois? Sous prétexte qu'on peut, ben, on peut rien faire, tout ça, c'est Oui. pas pour toi, je suis tu vois? Dans c'est vraiment un endroit duquel on part, je crois, mais à partir duquel on peut agir quand même dans l'instant, dans la situation donnée, quoi. Mais bien sûr, parce qu'on parle d'une réalité. Mmh, Et la complètement. réalité, c'est que l'enfant, il est séparé précocement de sa famille. Et des fois, en analyse de pratique, j'aime, tu sais que j'aime bien blaguer et employer des images. Des fois, je dis aux auxiliaires, imaginez-vous rentrer dans la cage au lion. Oui, ouais, C'est sûr que vous allez vous coller au dompteur qui est là. mais Hein. bien sûr. C'est-à-dire que Mmh, cette situation-là, je veux dire que si l'enfant pleure, si l'enfant se sent tellement en danger qu'il se met à mordre ou à griffer, ce n'est pas la faute de la professionnelle qui a mal travaillé. mmh, C'est que la complètement. situation est illustrée par la peur, la crainte, Mmh, l'étrangeté, l'angoisse, etc. Et que ça, il faut l'avoir en tête. mmh, Hein. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non. C'est qu'est-ce que je peux faire voilà, pour que cette situation particulière puisse s'alléger. s'alléger, trouver Et, du et, sens un et, peu et à cette voilà. réalité. Mmh, Et c'est pas par hasard que les auxiliaires, elles travaillent auprès de la petite enfance. c'est vrai. Ouais. Ce sont des personnes avec qui je travaille depuis très longtemps. Ce sont des personnes extrêmement bienveillantes. Évidemment, des fois, on dérape un peu, on glisse, c'est pas facile, etc. D'accord. Mais ce sont des personnes bienveillantes. Et de ramener les choses comme ça permet que cette bienveillance agisse. Mmh, Des fois, elles se disent, tiens, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Alors, mais j'ai mmh, entendu dire que fallait pas ou c'est pas bien. Et puis, mmh, c'est peut-être que j'ai pas bien fait, tout ça. Non, on peut réactiver quelque chose de la bienveillance mmh, qui est là chez ces personnes-là, la plupart du mmh, temps, hein, la plupart du temps. ouais, complètement. Qu'est-ce qui fait que parce que j'en côtoie de nombreux psychologues, mais ce que je note dans ta, posture, ton accompagnement, c'est cette posture très pédagogue, donc attirée par la pédagogie, la mise en place, la mise en œuvre de la pédagogie au quotidien, même l'ajout de pédagogie, qui, qui peut, qui sert l'enfant, je dirais, qui facilite le sens aux professionnels, comme on a pu travailler ensemble sur la familiarisation sans séparation, quelque chose que j'avais jamais entendu, avant. Bon, certes, c'était il y a 20 ans, mais en tout cas, avant, j'avais entendu parler de ça. Hem, je la proposition, des portes ouvertes, cette façon de proposer le jeu, cette façon de respecter le rythme de l'enfant, même bah, c'est encore en lien avec la pédagogie, mais la douce, fermeté, tu vois? Mmh. Mmh. Hem, toutes ces Ce que je crois, c'est que ce n'est pas parce que tu es psychologue que tu as cet attrait-là. C'est probablement tu as donné une partie de réponse dans, l'intention, de démarrage ou en tout cas les motivations de départ. Est-ce Mmh. que c'est quelque chose pour lequel tu as eu à faire des formations complémentaires ou, comment tu expliques cette casquette, presque, supplémentaire pour moi de pédagogue? Mmh. Formation, oui, j'ai rencontré et aussi d'ailleurs avec toi, des personnes de qualité comme Madame Mmh. Rapoport, Oui. voilà, Mmh. oui, il y a eu une formation, qui s'est faite, mais un petit peu au long cours, quoi. Je me suis pas Oui. dit: «Oh là là, le problème c'est un monument, il faut que je me forme». Ça m'est arrivé de temps en temps de me Mmh. dire: «Oh là, je sens que j'ai besoin d'un coup».
complément de formation. Mais non, à l'occasion. Je me suis dit, ah ben Mmh. oui, tiens, on va voir Madame Fontaine, oui, tiens, on va voir Madame Guéguen. Mmh. Voilà, à l'occasion, tu vois. Mmh. Mais un peu pour apporter, non pas une connaissance, mais une, se conforter, se Ouais, rassurer. Un oui. petit éclairage nouveau, en dire, ah oui, oui, bah tiens, cette petite piste-là que j'osais pas. Ah ben si, 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 effectivement. Mais mon point de vue, mon point de départ, c'est toujours, toujours, et ça c'est à la fois la connaissance, mais aussi l'expérience, c'est toujours partir du vécu de l'enfant. Oui. Un petit enfant, c'est pas un petit adulte. Hein. Mmh. Mmh. Donc il y a euh, une, pour moi, hein, moi je suis pas une grande théoricienne. J'ai pas envie d'avoir des tas de théories comme des petits jeux de cartes et que Mmh. quand on me parle d'un truc, tac, allez, je sors la théorie sur l'attachement, ah, tac, je sors la Mmh. théorie, et vas-y, Bolpier. Non, moi, je veux partir avec les auxiliaires du concret et de la Mmh. réalité psychique et physique d'un enfant. Et quand on me demande, par exemple, d'aller observer un enfant, j'y vais, je me pose, je préviens l'enfant, aujourd'hui je suis venue te voir pour mieux te connaître et éventuellement t'aider si tu as besoin d'aide, parce que les adultes m'ont dit qu'en ce moment, la vie, elle n'était pas facile pour toi. Mmh. Donc, je m'assois, je regarde, je vois, je ne fais rien. Éventuellement, je rentre en interaction. À la fin, au bout d'une heure, peut-être parfois un peu plus, ou 2 ou 3 observations, je me dis, je crois que j'ai compris ce qui se passe pour cet enfant. Mmh. Et ensuite, en réunion ou avec la référente de cet enfant ou la famille ou la direction, le JE, enfin la personne qui est aussi demandeuse. L'enfant, il est rarement demandeur. Encore que des fois, c'est rigolo, on a l'impression qu'il l'est. Je peux être comme une sorte de porte-parole. Mmh. Et c'est ça qui m'a toujours mobilisée et le terrain, la réalité de l'enfant, la réalité aussi des adultes, qui m'a toujours mobilisée vers la marche pédagogique. D'ailleurs, quand je suis arrivée en crèche, je connaissais pas le monde de la crèche, mes enfants sont pas allés en crèche, je connaissais pas du tout le monde de la crèche. Et quand on m'a parlé de pédagogie, je me suis dit c'est une erreur. On parle de pédagogie en crèche. Pour moi, pédagogie, c'était l'école, c'était l'art d'apprendre Mmh. quelque chose à quelqu'un. Bon, après, j'ai compris que c'était entendu et compris différemment. Mais moi, je vais pas de la théorie à la pratique, de la pédagogie à la mise en œuvre, je vais du terrain vers quelque chose, une idée que j'ai en tête Oui. et que je peux partager, je suis sûre, avec les adultes, comme par exemple la familiarisation en présence des parents. Oui. C'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout et Mmh. d'un seul coup, ça s'est fait. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé. On avait discuté avec d'autres personnes qui avaient déjà connu cette expérience. À partir du moment où on l'a eu en tête, où on Mmh. l'a énoncé, où on l'a expliqué, il y a personne qui nous a dit mais quelle mauvaise idée, Non. Oui, c'est parce sûr. que ça partait vraiment du besoin de l'enfant, avec en parallèle le besoin que nous avions nous d'avoir un enfant qui n'est pas hurlant toute la journée en Mmh. souffrance parce que la séparation c'est trop épouvantable pour lui. Mmh. Donc on Mmh. rejoignait deux besoins et c'était comme de l'ordre de l'évidence. Oui. Et ça, moi, ça me paraît important. Parce que parfois, quand on a un abord, je veux pas non plus critiquer toute la théorie, tout le travail des grands penseurs, etc. Loin de là. Hein. Mais je vois bien qu'en travaillant avec les adultes, l'abord théorique Ça doit fait se peur. faire d'abord. Ça fait peur et ça endort. Oui. Et peut-être ça rappelle des mauvais souvenirs. Oui. Par contre, quand ça part du concret, on peut après dire ah ben oui, ben ça, tu vois, ça peut s'appeler Mais le oui, mais stade, tu sais, je sais pas. en formation, ce que je dis par rapport à ce public qu'on connaît bien aussi, tu vois? Et puis tu as raison, en général, les adultes sont,
enfin, ça peut sembler assez abstrait de parler de théorie. Mais ce que je dis souvent pour pour leur redonner un peu de pouvoir aussi dans leur découverte et à leur intuition et découverte, ce que je dis, c'est que tous les théoriciens qui ont laissé leur nom ont été des praticiens. Enfin, ils ont mis en pratique des choses, ils ont observé, ils ont fait appel à leur intuition, ils se sont sentis, euh, euh, oui, ils se sont sentis appelés d'une formalisation, je ne sais pas comment dire, mais il fallait mettre en mots ce qu'ils observaient. Et en fait, la majorité du temps, quand on arrive à prendre le temps, et moi je pense que sur du temps un petit peu long, c'est des choses que j'adore faire, c'est de pouvoir démontrer que leurs intuitions, que leurs remarques, que ce qu'elles identifient du besoin de l'enfant, tout ça, parfois ça a été mis sous un nom théorique. Mais on n'a pas besoin spécialement de le citer, mais c'est une façon pour moi de parfois de les réconcilier avec les écrits, tu vois. Les écrits, les recherches, qui peuvent sembler aussi parfois un peu théoriques, mais qui peuvent, je trouve, d'une certaine manière, les nourrir, sans Oui, chercher à retirer complètement leur intuition, mais comme tu dis, tu vois, d'aller se former pour confirmer ce qu'elles imaginent des situations. exactement, exactement. Je me souviens à Montreuil, il y avait bah, déjà à l'époque un petit défaut de personnel, hein, et il y avait un enfant, je crois que c'était une petite fille qui était très en difficulté dans son développement. Et il se trouve que c'était une dame dédiée au ménage qui intervenait aussi auprès des enfants, sur lequel cet enfant avait mis son dévolu. On ne sait pas pourquoi, cet enfant avait confiance en voilà. Et la personne ne se sentait pas légitime de s'occuper d'elle. Bon. Et donc, bah, étant donné qu'il y avait un défaut de personnel et que cet enfant avait mis son dévolu, je me suis dit, eh ben, on va partir de là. Et j'ai aidé cette personne en lui donnant confiance, en lui disant, c'est pas par hasard que tu as été comme choisi par cette personne. Donc, tu vas passer du temps avec cet enfant. Chaque fois, tu écriras quelque chose de ce que tu as vécu avec cet enfant, ce que tu as remarqué, ce que tu as ressenti, etc. Et chaque fois que je viendrai, je venais souvent, je venais une fois par semaine, on passera toutes les deux un temps et nous réfléchirons à ce qui se passe pour cette. Hmm. Et j'étais très contente, c'était un beau travail, c'était au début de ma carrière, c'était un beau travail. On s'en fiche qu'elle soit au ménage, on s'en fiche. Voilà, il y a quelque chose qu'on doit faire fleurir chez les personnes qui travaillent auprès des petits-enfants. Hmm. Ok. Et ce que tu dis là, enfin, c'est vrai que le terme pédagogique est parfois associé d'une autre manière ou mal attribué. Mais moi, tout ça, peut-être à tort, hein, je vois tout ça comme de la pédagogie, tu vois. Pour Oui, moi, oui, la pédagogie, c'est vraiment du lien. C'est ce qui compte pour être compris dans la relation. C'est ce qui oui, compte pour être d'accord. compris dans les apprentissages, dans l'évolution ensemble, dans, tu vois, même pour les plus grands, je trouve qu'il y a l'apprentissage et il y a la pédagogie d'apprentissage, il y a la relation et la pédagogie de relation. Enfin, tu vois, il y a la Hum, forme. hum. Hein. Peut-être que c'est pas la vraie définition, mais moi, je trouve que j'ai envie de mettre une petite étiquette pédagogue aux personnes qui, depuis cette sensibilité, arrivent à transmettre en faisant du bien et en se sentant Oui, reliées, quoi, tu vois. oui. C'est vrai que moi, ça m'a surprise parce que couramment, on a tendance à associer la pédagogie à l'enseignement à Oui, partir du primaire. Voilà. C'est juste ça. oui, Mais oui, c'est effectivement, vrai. c'est peut-être restrictif dans le C'est concept. restrictif, oui. Mais c'est comme, tu vois, le terme éduquer. Moi, je sais qu'au fur et à Mmh. mesure de mes années d'expérience, c'est un mot que j'ai accepté à, à remettre en, à remettre en perspective, en fait, à me rendre compte à quel point euh, le mot éduquer, qui n'était donné qu'aux parents, mais depuis une histoire où les parents avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants, tu vois, qui est vraiment aboli depuis, depuis longtemps. Mais quand je re-questionne ce mot avec les professionnels où elles me disent, mais non, mais
l'éducation, enfin c'est pas à nous l'éducation, et qu'on re-questionne qu'est-ce que c'est éduquer, et si alors c'est proposer un environnement qui permette à l'enfant de développer ses compétences, Mmh. alors on peut admettre que ces enfants-là ne sont pas mis dans un sas d'attente entre 8 heures et 18 heures, et que ils sont aussi impactés par notre posture, par nos conduites éducatives, par nos intuitions, notre relation et tout ça qui est dans l'éducation. Je te dis ça parce que c'est un peu sur le même plan que pédagogie, parfois des mots, où on Oui, se moque de la définition du dictionnaire. L'idée, c'est que dès l'instant où on est dans une équipe ensemble, qu'on puisse être d'accord sur ce qu'on met derrière, et est-ce que, tu vois, oui. est-ce que ça nous évoque ensemble? Mm. C'est sûr que, comme tu dis, le mot éduquer était réservé à la famille. Ouais, Et ouais. que on a l'impression que quand il est employé par une professionnelle de crèche, elle essaie d'usurper un rôle Approprier l'enfant. parental. Oui, 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 c'est ça. Oui, ouais, C'est ouais. ça. Donc voilà. Donc hop, 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 on le met de côté parce Mm, qu'on mm, ne veut pas être en concurrence avec la famille. mm. Alors qu'on peut le réintroduire. Tu sais, c'est comme le terme maternage. Complètement. Il est un Oui, peu tabou en crèche. ouais, ouais, On ouais. materne pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur que l'attachement, et faut se rappeler que l'attachement, c'est l'enfant qui s'attache à l'adulte, Complètement. mais Oui. l'adulte a peut-être un mode d'attachement professionnel, on pourrait en discuter, mais c'est d'abord l'enfant qui s'attache. Et on a peur, en parlant de maternage, de tomber dans le piège de trop d'attachement de l'adulte avec un attachement à forme parentale. Et Mm, donc, on abolit le terme. Comme mm, éduquer, materner, mm, hop, on met. mm. Alors, il y a le paquet famille, il y a le paquet crèche, et la crainte, la peur nous fait faire ce clivage. Oui, c'est ça. Alors que materner un enfant, je pense que quand on voit une auxiliaire qui reçoit un bébé de 2 mois et demi, si elle ne le materne pas, je crains qu'il aille pas très bien, le bébé. Et Bien encore une sûr. fois, Ouais. ça peut être très déculpabilisant de dire, eh ben voilà, tu vois, et je le travaille aussi en APP avec les Oui. professionnels qui reçoivent, on reçoit des bébés de 2 mois et demi, 3 mois, Mmh. 4 mois, Mmh. encore Mmh. allaités, etc. Donc, si elles sont pas dans une position maternante, je, vois- je vois pas comment. Et elles le font, et parfois elles en éprouvent de la culpabilité. Et on retrouve le mea culpa de démarrage. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le mea culpa de démarrage, mais en tout cas, c'est une posture de mea culpa qui, pour moi, là, n'est pas, c'est comme une gêne, Oui, une culpabilité, c'est ça. personnelle. Je parlais tout à l'heure de mea culpa dans le sens où on accepte depuis, la forme de la société dans laquelle nous sommes, que Oui. c'est pas tout à fait adapté, et en vérité, on amène du sens, au quotidien, à la réalité. Ouais, c'est plutôt dans ce Je sens-là. comprends bien, Mmh. oui. Le seul rapport, c'est la culpabilité. Oui, ouais. Par rapport à tes fonctions du quotidien, donc tu parles Oui, de tes fonctions en analyse de pratiques professionnelles qui sont oui, en dehors de tes missions, hem, oui. du quotidien en crèche, je dirais. C'est comme si c'était deux choses, différentes mais bien complémentaires, je crois. Oui, oui. Hem, Par rapport à ta pratique en crèche, de quoi, est composée, quelles sont tes missions? Comment se composent tes journées, tes passages? Alors, dans le concret, j'arrive dans la crèche. Ma première intervention, c'est de faire, et depuis toujours, un long bonjour, Ah d'aller oui. voir tout le monde et de dire, voilà, aujourd'hui, je suis là. Mmh. Avant le Covid, je serrais la main à tout le monde, si bien que les enfants venaient vers moi et me serraient la main aussi. Donc j'arrive, je suis là, bon, et après je fais un long au revoir aussi. Et donc ça, ça paraît dérisoire, mais c'est très important Mmh. pour moi Mmh. en tout cas. Ensuite, Mmh. j'ai un temps de travail, de transmission avec la directrice. Car parfois, je suis pas venue depuis une semaine, voire 2 semaines, voire parfois un mois. Donc il y a ce travail de transmission, hein, pour que je puisse être au courant. Mais comme la plupart du temps, je privilégie d'aller d'abord sur le terrain, les, é- les-
mon objectif d'alliance avec les équipes, elle est incontournable. Alliance avec la direction, Mmh. alliance avec tout le Mmh. monde. Sinon, je ne peux pas travailler. Parce que je ne peux Mmh. travailler qu'avec la demande. Si on me demande rien, on va me dire, mais qu'est-ce que tu viens nous embêter, toi? Donc, d'abord l'alliance. Et donc, pendant mon bonjour, déjà, un certain nombre de transmissions me sont faites. Mmh. Brièvement, puisqu'on est dans souvent d'autres sphères que de discuter avec moi. Ensuite, donc, je travaille avec la directrice. On se met d'accord sur le déroulement de la journée, selon les crèches et selon les absences, les présences. Voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais en gros, le schéma, c'est un temps de travail avec les éducatrices quand il y en a, et l'on prépare une réunion. Tu vas reconnaître le travail, Lika, je crois. Et on prépare une réunion qui a lieu sur le temps de sieste en début d'après-midi, avec quelque chose de très cohérent entre moi, la direction, les EJE, on sait où on Mmh. veut aller, on sait la problématique, le terrain de jeu est là. Mmh. Puis nous Mmh. recevons les auxiliaires en réunion, nous savons l'ordre du jour et nous travaillons à la problématique du moment. Ça peut être parents, enfants, problématique d'équipe, et il est toujours question de communication. Mmh. Et je ne sais pas si tu te souviens, Lika, d'un éducateur avec qui on a travaillé longtemps à Montreuil et qui disait les auxiliaires, on parle auxiliaire, moi je parle d'auxiliaire hein, parce que les Oui. diplômes, moi je m'en occupe un peu. Donc, les auxiliaires sont au sol à hauteur d'enfant. Elles reçoivent en plein les émotions, Mmh. ça résonne avec leurs émotions d'enfant ou présentes. Elles sont dans un monde où la parole n'est pas vraiment toujours prioritaire, des enfants qui ne parlent pas ou qui parlent peu, et il ne faut pas qu'elles restent coincées dans cette posture. Mmh. Cette posture, elle est nécessaire parce qu'il faut l'empathie pour comprendre les enfants et intervenir comme il se doit, mais il y a un moment où il faut se relever. Et Mmh. donc, on se relève, on reprend notre position d'adulte, on réfléchit à nos pratiques, c'est là qu'on rejoint parfois un peu l'analyse de pratique, on réfléchit à ce qui se passe, on échange, et voilà. Ensuite vient un temps de débriefing avec les éducatrices, qui aident aussi à leur positionnement. On finit là. Il reste la fin de journée qui est un créneau disponible, et aussi le matin, j'ai un créneau où je peux aller dans les espaces, observer un enfant, observer l'aménagement de quelque chose, me plonger dans une ambiance, par exemple, du groupe avec lequel on va faire une réunion ensuite. Donc, j'ai ces temps d'observation et j'ai un créneau réservé à l'accueil des familles qui le souhaitent. Mmh. Voilà. En gros, mon déroulement de journée, c'est la trame Oui. générale. Oui. Tu parles de oui, et je crois que ça traduit bien pour avoir exercé avec toi, ça traduit bien, les différentes missions. Peut-être à ça s'ajoute, la ta grande tu parlais d'alliance, mais ta grande disponibilité pour les professionnels. Moi, ce que j'ai observé avec étonnement au début, mais tellement avec beaucoup de réassurance, au niveau de moi, de mon management, c'est que, les professionnels, de par ta présence, savent qu'elles sont, accueillies, écoutées de Oui, différentes manières, en réunion, dans un couloir, dans une pièce à part, et ça, c'est pas, tu parles de petites choses, de petites choses dérisoires, pour reprendre ton terme, mais de différentes marques, heu, de respect de l'humain. oui, Tu vois? absolument. De ce que je retiens aussi de notre collaboration, enfin ce qui m'a impacté tout de suite, c'est que, dans un bonjour, pas n'importe lequel, mais dans ce bonjour-là, Mm, où tu te mets à hauteur, où tu t'adresses et tu reconnais l'autre, mm. tu es en train de tresser, de continuer à tresser le lien, et ça, les professionnels de la petite enfance, en tout cas pour celles que je connais le mieux, heu sont en en demande de ça, en fait, en comme tu dis, de par le reste de leur relation qui est avec des enfants qui comptent énormément sur elles. Elles ont besoin de pouvoir compter énormément sur des personnes
qui leur permet de se sentir en sécurité. Bien sûr. Et c'est un bonjour sécurisant que tu proposes et un au revoir sécurisant comme si comme si tu cadrais le temps de relation. Et ça, c'est anodin, mais c'est tellement, tellement utile pour la création de cette alliance. Moi, je conçois pas tellement différent. Je pense que ça fait partie intégrante de mon travail. Et à l'occasion de ce bonjour, il est individualisé, comme moi, tu sais à quel point je tiens à individualiser au maximum la prise en charge des enfants. Eh bien, c'est pareil. C'est pas les auxiliaires, etc. Et donc, l'alliance, elle se fait aussi par là. Et de temps en temps, une auxiliaire me dit, on va avoir une réunion dans 3 semaines, mais franchement, j'aimerais bien te parler de quelque chose. Est-ce que tu peux dégager un petit créneau dans la journée? Et donc, je m'arrange toujours pour que individuellement, ça peut être effectivement dans le couloir, ça peut être dans une petite pièce. Après, ces rencontres individuelles, je les accepte toujours. Et en fonction de ce qu'il m'est dit, parce qu'il y a beaucoup de demandes différentes, et en fonction de ce qu'il dit, j'aide le personnel de pouvoir exprimer ça en réunion ou auprès de la personne en question, soit par rapport à des familles, par rapport à l'enfant. J'essaie toujours d'apporter une écoute et une réponse s'il y a une réponse à donner. Tu vois. Mais toujours avec l'idée de réinjecter ça dans un travail institutionnel. Maintenant, il se peut que la professionnelle soit très en difficulté d'un point de vue personnel, et c'est toujours une grande marque de confiance qu'elle puisse m'en faire part. Et à ce moment-là, je l'aide à trouver l'aide nécessaire à l'extérieur. À l'extérieur, oui, c'est ça. Et tu vois, ce que tu me dis là, ça me rappelle aussi que la compréhension de l'accompagnement individualisé, l'accompagnement individuel dans l'institution n'est pas simple pour tout le monde, parce qu'on imagine quelque chose d'absolu, un à un, tu vois, one-to-one, à tout moment, pour répondre à ce besoin d'individualité, alors que, et je crois que c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, grâce notamment à cet anodin et à ces points, à cette posture de lien, que même dans le management individualisé, dans l'accompagnement individualisé, c'est de s'assurer que chaque personne se sente individu à nos yeux. Absolument. Se sente unique individu, et même s'il ne saisit pas cette opportunité de temps individuel, le fait simplement de savoir qu'il existe implicitement, ça le rend individu et unique, et de le mettre en œuvre avec les professionnels qu'on accompagne, que ce soit dans le management hiérarchique ou le management transversal et l'accompagnement psychologique que tu peux apporter par ta présence. Et ben, ça les aide à concrétiser, à comprendre, à conceptualiser ce qui est attendu aussi auprès des enfants qui sont accueillis tous dans cette collectivité, quoi. Absolument, absolument. Parce que même en tant qu'adulte, la collectivité peut être un piège, et on peut perdre sa singularité, ou la cacher, ou et donc se priver de ressources personnelles. Mais oui, se priver de ressources, et ça on le ressent, se priver de ses potentiels, se priver de ressources, et on le sent depuis la petite enfance, et c'est vrai que c'est un enjeu absolument, enfin c'est indispensable que de l'avoir en conscience quand on travaille avec des équipes pluridisciplinaires qui s'occupent d'enfants. Ouais. Est-ce que j'ai une question à te poser qui peut être une réponse qui peut évoluer avec le temps. Je me souviens la présence d'une psychologue en crèche pour les parents est souvent a souvent été interpellante, peut-être un peu moins maintenant, en tout cas de ce que je remarque. Oui. Et à l'époque, hein, tu te souviens, on était confrontés à la grande difficulté, tabou un peu, de la présence d'une psychologue, de la relation même, de croiser la psychologue. Déjà, ça nous mettait en tant que parents dans une case qui était mal vécue par les parents. C'est un rôle qui évolue. Alors malheureusement, j'ai l'impression que cette acceptation
qui évolue dans le bon sens est en parallèle d'une diminution des heures de psychologue. Mais bon, ça, c'est trop dommage. Mais on referme la parenthèse. Qu'est-ce qui, comment tu collabores avec les parents? Comment se font enfin, comment se passent les entretiens parents? J'imagine que c'est pas systématique. J'imagine que, enfin, dis-moi comment ça se passe? Hem, c'est très intéressant et d'ailleurs tu as raison, il y a une grande évolution par Mmh. rapport à l'image du psychologue en crèche et actuellement, j'essaie d'être beaucoup dans les espaces au moment début d'année, tu sais, quand il y a beaucoup de Oui. familiarisation et cetera. Ouais. J'essaie de croiser les parents pendant la familiarisation. Je sais que la direction, au moment de l'admission, parle de moi, dit: «Dans l'équipe, il y a une psychologue». Au moment des échanges entre les professionnels et les parents pendant la familiarisation, je suis aussi évoquée. Oui. J'essaie de me pointer mon nez, dire bonjour et voilà. Et l'évolution et ce que je reçois quand je me présente a beaucoup évolué depuis 20 ans. Mmh. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les parents sont ravis qu'il y ait une psychologue dans la crèche. C'est une Mmh. sorte de label de Ah qualité. oui. Je sais pas s'ils ont Ouais, raison, ouais. mais il y a une sorte, oh, il y a une psychologue en crèche, c'est bien. La psychologue, c'est celle qui est dedans, puis c'est aussi celle qui est dehors. Et puis donc, Mmh. ça offre une certaine ressource, une certaine garantie, etc. L'image Ouais. est très positive. Très Ouais. positive. Et pour moi, c'est très agréable, hein, d'un point de vue narcissique. C'est beaucoup mieux que la méfiance que l'on Mmh. recevait avant. Il y a une psychologue, Oui. pourquoi il y a des problèmes, pourquoi on va me juger, pourquoi, voilà. Donc ça, Mmh. c'est Mmh. très agréable. Et pour les parents, d'avoir sur site la possibilité de discuter avec quelqu'un qui est là, qui connaît la crèche, qui connaît l'enfant, qui connaît sa vie sans son parent, qui connaît l'enfant qui est dans la crèche, qui connaît la vie de la crèche, mais qui est aussi quelqu'un d'extérieur à qui on peut se Mmh. confier. Et ce carrefour, cette frontière, les parents sont ravis. Et je tiens à préciser que je ne reçois les parents que sur leur demande. Oui. Il est hors de question que ça soit moi qui sois dans la demande de parents. Je trouve ça d'une trop grande violence pour le parent. Mmh. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que quand un parent ne demande rien, je ne fais rien. Là, je travaille avec les auxiliaires pour que les parents puissent être à même d'être dans la demande Oui, d'une oui. aide, d'un échange, etc. et à ce qu'ils me demandent, eux, un rendez-vous. Donc Mmh. là, nous discutons avec les auxiliaires quand est-ce que c'est possible de dire: «Ah, mais là, vous savez, nous avons une psychologue». Et Mmh. les parents n'ont pas toujours ce réflexe d'aller voir un psy. Et puis, quand bien même ils l'auraient, faut trouver un psy. Et puis alors, Mmh. on va au CMPP et il y a 6 mois d'attente, et etc., etc. Tandis que là, il y a une psychologue sur place. Mmh. Et ça, c'est un luxe et c'est extrêmement apprécié des parents. C'est Et quand vrai. je les Oui. oui, quand je les reçois, alors je les reçois une fois, parfois 2 fois, parce que peut-être il y a encore quelque chose. On parle de l'enfant en crèche, on parle de la séparation, on parle de la vie familiale, et cetera, et cetera. Parfois, il arrive que la problématique énoncée et que l'alliance, hein, moi l'alliance c'est mon maître mot, faite avec les parents, amène à ce que l'enfant et la famille puissent consulter à l'extérieur. Mmh. Nous, nous avons notre partie, notre accueil de qualité, notre bienveillance, l'aide au développement de l'enfant avec les parents, etc. Moi, j'ai ma partie clinique, et je tiens à ce terme, réellement clinique, Mmh. d'écoute et de travail avec la famille. Et après, on n'est pas un lieu de soins. Mmh. Mais il va falloir, si nécessaire, orienter la famille sur un lieu de soins extérieur. Et c'est un sacré tremplin, parce que faire tout Bien ça tout sûr. seul, c'est compliqué. C'est Bien compliqué. sûr. Ouais. Et je suis toujours frappée de voir que, tu sais, il y a un questionnaire qui est fait aux familles sur ce qu'ils pensent de la crèche, voilà, est-ce qu'ils connaissent le projet, est-ce qu'ils savent qu'on a des journées pédagogiques, etc. Il n'y a jamais un mot sur la psychologue. Alors là, mais je crois aussi que c'est une bonne chose, quoi, parce que Mmh. c'est pas qu'on est dans le secret. Parce que moi, je dis aux familles, ce que vous me dites là, c'est très important. Et si vous me le permettez, je pense qu'on peut en parler Mmh. aux auxiliaires qui vont, comme ça, mieux comprendre ce qui se passe pour Mmh. votre enfant.
C'est Elles me vrai. disent oui, non. Mais on a quand même quelque chose d'un peu à part. On est Oui. un petit peu, voilà. Et ça, Un peu à c'est part, aussi c'est le vrai. cadre de travail. Oui. Mais ce que je remarque, et ce que j'admire, c'est que les psychologues, en général, enfin moi je l'ai beaucoup vérifié avec toi, mais en général, c'est que vous avez comme ce rôle d'ambassadeur de tous les psychologues de la terre, quoi. Parce que Ah oui. en entrant dans la parentalité, bien souvent les parents n'ont pas identifié de quelle manière ils allaient pouvoir s'aider de, Mmh. de psychologues, tu vois, de toutes ces personnes de soins psychiques, psychologiques autour de leur enfant. Et parce que en général, ça se passe très bien dans la relation avec la psychologue en place à la crèche, et ben du coup, ça leur permet de rentrer dans ce monde d'une manière confortable. Et ça, c'est une Mmh. chance Mmh. incroyable. Ouais. Oui, oui. Mmh. Je pense que Facilitante. les Oui. parents, qu'ils viennent me voir ou pas, sont très sensibles au fait qu'il y ait une psychologue et je pense que pour eux, ça participe, grandement à la qualité d'accueil Oui, proposée par, l'entreprise. c'est vrai. Oui. Mmh. On arrive sur la fin de l'épisode, Catherine. Je te remercie beaucoup pour ce partage qui, pour cet épisode, a rebalisé un petit peu le rôle des psychologues en crèche. J'imagine que en fonction des structures, en fonction des, de la taille des structures, en fonction du statut de la structure, en fonction du lieu, Mmh. etc., le rôle peut changer un petit peu, mais je te remercie de nous avoir livré, en tout cas depuis ta sensibilité, comment tu envisages ce métier. Oui, j'ai essayé d'être un peu général, tu vois? Oui, De dire oui, les bases, ce qui m'anime oui, moi, ce qui me fonde moi, mes fondations. oui. On aura sûrement l'occasion de poursuivre cet échange. D'ailleurs, pour conclure, est-ce que tu aurais un thème ou un ou une invitée à me conseiller pour un autre épisode des petites transmissions? Oh bah, alors là, tu me prends de court un petit peu, Lika. Je pense que des thèmes, il peut y en avoir des tas. Et là, s'il me faut un petit peu de temps de réflexion et on est sur la fin, franchement, je sais pas. Je peux y réfléchir et je peux Oui, t'en bien informer. sûr, bien Euh, sûr. mais oui, il y en a trop. Il y en a C'est trop. peut-être ça aussi C'est qui. pour ça que c'est une Par question que je exemple, tu vois, propose un peu spontanément, tu vois, dans la oui, continuité de cet échange. Quel sujet te viendrait moi, le sujet qui me viendrait à l'esprit, c'est l'individualité dans le collectif. Oui, oui. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'on a commencé à en parler, mais c'est un sujet à part entière qui mérite d'être Peut-être, d'être vu. peut-être. Oui, oui. Ouais. Merci infiniment pour cet échange, Catherine. Merci pour ta Mais merci à générosité. toi, c'était très agréable parce que tu sais bien, tu connais bien l'art de la maïeutique. Tu connais la maïeutique en Oui, philosophie? oui, oui, L'art oui, de oui. faire accoucher des D'accoucher, idées, oui. la sage-femme des idées. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup, Lika. Et puis à très Merci à bientôt, toi. j'espère. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.